Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence live Before Bank. On va s'intéresser aujourd'hui à un thème qui concerne beaucoup d'entre vous ou qui pourrait les concerner à terme parce que vous le savez, beaucoup rêvent d'être propriétaires ou le sont déjà. Et quand on est propriétaire, eh bien c'est son corollaire, on est souvent en copropriété, en tout cas si on habite dans des immeubles. Ça pose quelques questions, bien sûr. On va vous donner l'occasion de les poser en direct. On a deux spécialistes pour les traiter ensemble. En l'occurrence, Catherine Schmidiger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédactrice en chef au particulier immobilier, spécialiste bien sûr au sein du groupe Le Particulier, donc de l'immobilier, le marché, le financement, la copropriété, c'est le sujet qui nous intéresse, ou les rapports locatifs. À vos côtés, on trouve Maître Gabriel Neujanicki. Bonjour Maître. Bonjour. J'ai tendance à le prononcer à l'allemande, mais non, c'est Neujanicki, avocat à la Cour de Paris. Vous avez votre propre cabinet, une dizaine de collaborateurs et spécialiste des questions immobilières au sens large. Aujourd'hui, on va parler de la copropriété, mais ça va bien au-delà, votre expertise. Et vous êtes par ailleurs membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Alors, première question, une petite parenthèse, mais tout le monde se prévaut de ce titre honorifique, enfin tout le monde, en tout cas ceux qui y sont membres. Pourquoi mettre en avant ce titre anglais qui est britannique? Alors, comme vous le soulignez, c'est une institution anglaise qui s'est développée à travers le monde, où aujourd'hui il y a 120 000 membres, et en fait qui développe une éthique, une déontologie et un standard professionnel. Le principe, c'est que c'est des personnes qui ont des activités transversales en matière immobilière, architectes, experts en estimation immobilière, avocats, notaires ou autres. Et ces personnes suivent un standard. Et le principe, j'ai envie de vous dire, c'est de connaître ses limites et de s'y tenir et de faire preuve de professionnalisme. Mais on n'a pas la même chose en France. Pourquoi se référer à une institution britannique? On aime beaucoup nos amis anglais, mais à ce point. Alors, l'institution est internationale. C'est-à-dire que d'autres l'étalon, fédérations en fait, dans françaises, l'immobilier. Exactement, et ce qui permet également, lorsqu'on a des dossiers transversaux ou internationaux, de se référer ou d'avoir des interlocuteurs compétents. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On vous laisse la parole. Quelle est la définition d'une copropriété? C'est quoi une copropriété pour ceux qui ne sont pas familiers avec? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, il faut voir la copropriété, si je peux m'exprimer ainsi, et par vulgarisation, comme une société. Une société, quel est le principe? Elle a des actionnaires. Et ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont désigner un dirigeant. Les actionnaires sont les copropriétaires et le dirigeant sera le syndic. Ce syndic va avoir en charge la gestion administrative, financière et technique de l'immeuble. Les actionnaires, et donc les copropriétaires, vont également désigner des membres d'un conseil syndical qui vont avoir, on va dire, un objectif, voilà, tout à fait, une mission de surveillance du travail du syndic et d'assister le syndic et puis également parfois de contribuer à prendre un certain nombre de décisions. Donc Catherine, on peut comparer en effet une copropriété à une entreprise, et copropriétaire, actionnaire, ça vaut? L'image est séduisante, elle a ses limites dans la mesure où les copropriétaires sont généralement un tout petit peu moins informés, peut-être un tout petit peu moins impliqués également dans la gestion de leur immeuble alors que la loi exige d'eux qu'ils le soient, ce qui crée un certain nombre de dysfonctionnements, de malentendus et c'est pour ça que c'est souvent assez compliqué de gérer une copropriété pour un syndic. Oui, diriger une entreprise avec beaucoup d'actionnaires aussi, parfois l'exercice peut se rapprocher d'un exercice périlleux ou compliqué. Alors on a une première question. Jacques, que comprennent exactement les charges de copropriété, Catherine? Alors les charges de copropriété sont de deux ordres, puisque dans un immeuble qu'il faut bien entretenir et conserver, vous avez justement ces charges de conservation, d'administration, qui sont réparties entre les lots, puisqu'on ne parle pas de copropriétaire, mais on parle de lot. Votre appartement est un lot, et à chaque lot est affecté ce qu'on appelle des tantièmes de parties communes, puisque dans une copropriété, sans entrer trop dans les détails, on a les parties communes, tout ce qui est commun à l'ensemble des lots. C'est la cage d'escalier, voilà, la cour intérieure, l'ascenseur, etc. Et ce qui privativement appartient à chaque copropriétaire. Donc, ces charges-là, qui sont les charges de conservation, d'entretien de l'immeuble, sont affectées à chaque lot. Donc, chaque locataire, en fonction du nombre de tantièmes, paye sa part. Et puis, on a les charges qui sont liées aux équipements communs, typiquement l'ascenseur. Celles-ci sont payées par chaque copropriétaire également, mais cette fois en fonction de l'utilité qu'elles ont pour le lot. Donc, indépendamment du fait que vous ayez un studio avec un tout petit nombre de tantièmes ou un 8 pièces avec un grand nombre de tantièmes. Vous habitiez au premier étage ou au 7e? Pour l'ascenseur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On en Vous avez reparlera, une alors, coefficient de pondération. Par contre, du chauffage. Le chauffage est un équipement commun. Vous êtes chauffé, que vous soyez au rez-de-chaussée ou au dernier étage. J'ai mis le doigt sur le pied sur une fourmilière. On reviendra sur ce sujet. Alors, Jacques, qui demande aussi pourquoi est-ce que ces charges varient? On a vu les charges, mais pourquoi elles varient tout le temps?
Par exemple, prenons la dernière période hivernale qui a été très longue, donc les charges de chauffage mécaniquement vont augmenter parce qu'on utilise plus le chauffage et même les charges d'eau chaude parce qu'on utilise plus d'eau chaude en hiver que lorsqu'on est à des températures ambiantes. Voilà, ça c'est pour les grosses charges de copropriété. Alors, elle varie également parce que tout simplement dans ces charges on met tout. On met les charges générales qui sont prévues dans le budget prévisionnel une fois par an qui concernent vraiment l'entretien et la rémunération du syndic, ne l'oublions pas. On met également les travaux exceptionnels qui sont hors budget prévisionnel et qui vont être votés au cas par cas. Mais ces travaux vont devoir être payés. Donc d'une année sur l'autre, si vous envisagez un ravalement, vous avez des charges supplémentaires à payer. Donc elle varie pour des motifs d'opportunité et pour des motifs structurels. Alors, il y a une loi qui fait la une en ce moment, la loi Allure. On ne sait pas très bien comment elle va retomber, mais en tout cas, elle fait couler beaucoup d'encre et elle a permis en tout cas de mettre en lumière peut-être certains des dysfonctionnements qui vont avec la copropriété, et notamment au niveau des syndics. Qu'est-ce que vous en retenez de cette loi Allure, Catherine ? Écoutez, j'en retiens qu'elle tente d'y répondre. Elle avait un objectif davantage de transparence dans la gestion de la copro, davantage notamment dans les rapports financiers entre le syndic et les copropriétaires. Si ça se passe bien, ça devrait marcher. Une des mesures clés de la loi Allure, c'est que le syndic n'est plus rémunéré, a priori ne sera plus rémunéré au cas par cas pour des prestations exceptionnelles, mais on est sur le forfait tout inclusive, tout compris. Donc le syndic se fait rémunérer pour tout, ce qui est mieux, parce qu'auparavant, il avait un forfait, mais il facturait un maximum de prestations complémentaires, ce qui fait que c'était complètement inflationniste. Désormais, on considère que toutes les missions normales du syndic sont comprises dans le forfait, sauf prestations complémentaires. Gabriel a l'air de hocher la tête, parce que vous défendez des syndics aussi, vous êtes des deux côtés. Des deux côtés, mais c'est juste véritablement pour compléter son intervention, il y a un arrêté du 19 mars 2010 qui fait la liste des charges qui doivent être incluses, des interventions du syndic qui doivent être incluses d'ores et déjà dans ses honoraires. Ensuite, on attend un décret d'application qui devrait sortir et qui doit résulter de la loi Allure, fixant les charges, j'ai envie de vous dire, que le syndic pourra facturer en plus de ses honoraires, c'est-à-dire quelles sont les prestations qu'il peut facturer en plus. Mais il y a également un point très important dans la loi Allure, c'est qu'avant, dans votre contrat de syndic, on vous disait, vous faites des travaux de ravalement, c'est 3% du montant du budget annuel. Maintenant, la loi Allure est revenue sur ce point-là, c'est-à-dire que ce ne sera plus dans le contrat de syndic, ce sera au moment où on votera les travaux de ravalement, qu'on votera le prix auquel sera rémunéré le syndic pour son intervention. Ou alors, avant, on avait des forfaits à 3,5%. Encore plus de bataille de chiffonnier, c'est ça que j'entends derrière ? Non, pas du tout. C'est plus savoir, vous voulez une bonne rémunération, quel va être votre degré d'implication ? Et plus de transparence. L'idée n'est pas d'avoir un syndic tout-puissant, mais un syndic dont finalement les missions et le contrat sont négociés. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, casser du sucre sur le dos du syndic. Enfin, moi, je connais personne qui m'ait dit « j'ai un super syndic ». J'ai encore jamais rencontré cette personne, peut-être qu'il existe. Est-ce que ça existe, les bons syndics ou les syndics qui font l'unanimité ou en tout cas qui attirent... Alors, ça existe. Par expérience, ça existe généralement quand vous avez en face un bon conseil syndical. C'est-à-dire que souvent, la condition du bon syndic, c'est un conseil syndical participatif, hyper impliqué, qui représente les copropriétaires de manière intelligente. Un bon syndic, c'est aussi un syndic qui est adapté aux besoins d'une copropriété X ou Y. Vous n'avez pas du tout le même syndic pour une copropriété de 5-10 lots ou de 200-250 lots. Donc, la décision intelligente à prendre est de rechercher le syndic qui vous convient. Qu'ajouter plus ? Non, mais tout est dit sur ce point. Alors Camille demande, quel montant minimum recommandez-vous pour la soumission systématique des factures au conseil syndical ? J'ai envie de vous dire, là encore, ça dépend de la copropriété. C'est-à-dire que si vous avez une copropriété de 10 lots ou si vous avez une copropriété de 60 ou 100 lots, c'est plus la même chose. Et puis, le terme lot est un peu impropre parce qu'un lot, ça peut être une cave. Donc, parfois, vous avez 30 lots de cave pour 30 appartements. Donc, j'ai envie de vous dire des lots principaux, tel type appartement ou studio. Et il faut voir en fonction de la copropriété. Martin pose une question sur les conflits. C'est vrai qu'il peut y avoir des rapports tendus avec son syndic, mais aussi avec les autres copropriétaires. Qu'est-ce qu'on a comme recours ? Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de conflit avec d'autres copropriétaires ? Comment ça marche ? Ça dépend de quelle nature sont ces conflits. Est-ce qu'il s'agit d'un sinistre, d'un dégât des eaux ? Est-ce que, donc là, c'est les assurances qui vont intervenir et éventuellement une procédure judiciaire derrière ? Est-ce qu'il s'agit de bruit ? Donc là, on va regarder le règlement de copropriété si le voisin du dessus avait le droit de mettre du parquet ou pas. Voilà.
quels sont ces problèmes. Ensuite, si c'est des divergences de point de vue, j'ai envie de vous dire c'est le savoir-vivre entre les copropriétaires. Et là, ça devient autre chose. Et en termes financiers, parce qu'il y a parfois, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, des gens qui ne peuvent pas forcément suivre les travaux, pas les payer. Comment ça se passe dans ces cas-là? On sort du domaine du conflit stricto sensu, puisqu'effectivement, on est dans la subjectivité autour du conflit. Là, on rentre dans quelque chose qui est déjà complètement borné par la loi du 10 juillet 65 qui régit la copropriété. Si un copropriétaire est incapable de payer ses charges, et ça arrive en effet, il y a des procédures derrière pour le prendre en charge. Alors, ce n'est pas a priori un conflit. En revanche, c'est vrai qu'il y a des copropriétaires de plus ou moins bonne foi qui refusent et qui invoquent des arguments bons ou mauvais pour dire non, moi, ces charges-là ne sont pas dues. Entre les copropriétaires qui ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas et ceux qui refusent de payer parce qu'ils estiment ne pas devoir, on a vraiment deux types de problématiques. Alors, je me permets de compléter, excusez-moi, je vous interromps, mais je me permets de compléter sur des grosses charges, par exemple des travaux de ravalement. Il peut arriver qu'il y ait des copropriétaires qui ne puissent pas sortir en un an l'appel de charge qui va correspondre. Ils peuvent, lors de l'Assemblée générale, demander à ce que cette somme soit pour eux spécifiquement étalée dans le temps. C'est prévu par la loi du 10 juillet. Quelqu'un qui serait devenu insolvable, quelles que soient les raisons, et qui ne pourrait jamais payer, qu'est-ce qui se passe à la fin? Un échéancier, ensuite des procédures de recouvrement. En général, au bout d'un certain... Si on ne paye pas son appel de charge, on est obligé de tout régler d'un coup, donc c'est une sanction plutôt sévère. Et puis, au bout du compte, si vraiment le locataire est complètement insolvable, le syndic a la possibilité de faire saisir son lot, purement et simplement. C'est une saisie immobilière pour rembourser la copropriété. Voilà. Bon, et puis, on a toute une procédure compliquée sur les copropriétés en difficulté, où là, on est beaucoup plus proche justement du droit des entreprises et des faillites, avec un administrateur provisoire. Alors, sur les charges de copropriété, le principe, c'est que vous avez un budget prévisionnel. Donc, vous connaissez vos 4 appels de charges prévisionnelles qui vont suivre. Si vous ne payez pas le premier, automatiquement, après une mise en demeure, le syndic va pouvoir recouvrer l'intégralité des appels de charges que vous auriez dû régler tout au long de l'année. Par exemple, vous auriez dû régler 2 000 €, c'est-à-dire 4 fois 500 €. C'est huissier, saisie, le cas échéant. Ah oui, non, c'est tribunal, décision. Et puis, si vous arrêtez de payer vos charges, on aboutit à la vente du bien immobilier. Parce que c'est ça, quand on achète un bien, c'est un peu comme ceux qui se payent un bateau, il y a beaucoup de frais qui vont avec. On a une idée du ratio entre le prix du bien acheté et puis les charges moyennes auxquelles on peut s'attendre? Ça dépend totalement de la valeur du lot et ça dépend totalement du montant des charges. Et voilà, donc c'est bien, parce qu'un immeuble neuf qui est aux dernières normes, économie d'énergie, bâtiment basse consommation, qui a été très bien fait, donc il y a très peu de perdition, va consommer de facto beaucoup moins qu'un Alors je vais poser la question autrement, une fourchette, ça va de quoi? De 5 à 20% ou c'est... Impossible. C'est véritablement tellement... En revanche, vous mettez le doigt en effet sur un gros problème, un problème en fait qui augmente avec la capacité d'acquisition qui augmente elle aussi avec la baisse des taux d'intérêt. De plus en plus notamment de jeunes primo-accédants achètent un appartement et pensent que leur budget c'est la mensualité de remboursement et oublient complètement en effet qu'ils vont avoir des charges, 4 appels de charges par an pour l'entretien de leur immeuble parce que leur appartement, c'est aussi leur immeuble et c'est vraiment le cœur du problème en copropriété, c'est que la plupart des copropriétaires ne comprennent pas que leur appartement, c'est aussi un immeuble. Alors, je me permets de compléter la réponse, c'est qu'une des autres dispositions de la loi Allure, c'est d'imposer lors des ventes des biens, d'informer le futur acquéreur du montant des charges. C'est-à-dire que comme ça, lorsque dorénavant on va acheter un bien immobilier, justement on va avoir cette information sur le montant des charges, à ne pas négliger. C'est primordial. Une question de Karim, faut-il privilégier un immeuble, une société immobilière ou un syndic? Quelle différence entre les deux? La plupart, de toute façon, des syndics sont constitués en société, si c'est sa question. La réponse est la même que tout à l'heure. C'est gros syndic ou petit syndic, je pense, dans son esprit. Ça dépend. De toute façon, une société de syndic comprend un certain nombre de préposés, de mini-syndics, de personnes qui vont effectivement gérer l'immeuble, de gestionnaires. Donc, c'est ce gestionnaire qui va prendre en charge la copropriété. Vous pouvez avoir une grosse société de syndic avec un très bon employé gestionnaire ou bien un petit syndic qui sera un excellent petit syndic. Tout est vraiment possible. Nathaniel demande comment les copropriétaires minoritaires peuvent-ils se défendre sur des frais votés et ressentis comme excessifs? Est-ce qu'il y a un moyen de faire entendre sa voix, de se regrouper, de faire plier C'est toujours la même chose, c'est-à-dire de quels frais parle-t-on?
Est-ce qu'on parle des frais d'avocat? Les Voilà. excessifs. Est-ce qu'on parle des frais de l'intervention du plombier? À chaque fois, il facture 500 ou 600 euros. J'ai envie de vous dire, à ce moment-là, le réflexe qu'il faut avoir pour la prochaine Assemblée générale, c'est la mise en concurrence. C'est-à-dire, ben voilà, le plombier, à chaque fois qu'il s'est déplacé, ou l'électricien, pour ne pas stigmatiser aucune profession, ou les avocats, voilà, comme ça, ceux-là sont trop chers. Voyons s'il y en a d'autres qu'on peut faire intervenir, voyons, d'autres prestataires. Et demander au syndic, et demander au syndic de faire cette mise en concurrence, même au cours de l'année. C'est-à-dire que s'il y a une intervention à faire, vous trouvez ça trop cher, me dit, cher monsieur, je vous remercie de bien vouloir demander plusieurs devis à plusieurs entreprises. Et c'est là où j'insiste sur le rôle primordial du conseil syndical. C'est l'interlocuteur dans la copropriété pour les copropriétaires. Ils doivent s'adresser à leur conseil syndical, se plaindre, et c'est à lui de faire le suivi des charges et de demander au syndic d'en répondre. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre du conseil syndical? On porte lors de l'Assemblée générale, tout simplement, sa candidature. Voilà. Chaque année, on se dit, tiens, j'aimerais bien rentrer dans le conseil. Exactement, et c'est une élection comme une autre. Et s'il n'y en a pas? Si personne ne se porte candidat? Il y a une défaillance, il y a une carence, il y a une carence du conseil syndical, mais je n'ai pas vu de copropriété où il n'y en avait pas. Voilà. Autre question, quid de la maîtrise d'œuvre pour des travaux d'étanchéité / isolation de toiture-terrasse d'un immeuble, un coût compris entre 30 et 40 000 euros, sachant que les copropriétaires ne souhaitent pas de maître d'œuvre extérieur et que le syndic peut se retrouver maître d'ouvrage par délégation et maître d'œuvre? Alors, le syndic n'est pas le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire c'est la copropriété elle-même. Le maître d'œuvre, on prend un architecte. Voilà, tout simplement, vous prenez un architecte, faites appel à un professionnel qui va faire le suivi, comme ça, s'il se passe quoi que ce soit par la suite, il a des assurances, vous pourrez vous retourner contre lui, actionner les assurances des diverses entreprises si les travaux ont été mal faits. On continue avec les questions. Une question d'Amio. L'AG peut-elle donner un mandat général au conseil syndical et fixer un montant de dépenses par intervention de 5 000 euros sans fixer de plafond global et sans préciser le type de dépenses, si ce n'est sauf urgence? Alors, c'est toujours la même chose. Oui, le conseil syndical a la possibilité, jusqu'à un certain montant, de prendre des engagements, montant qui est déterminé en Assemblée générale, mais au-delà de ce montant, non. Et si l'AG refuse de ratifier des dépenses engagées l'année suivante? Alors, ce serait un refus de l'approbation des comptes. Donc, si vous êtes copropriétaire, vous avez le droit de refuser l'approbation des comptes. Il y a certaines copropriétés qui, pour se prémunir ou pour mettre un peu en danger le syndic ou pour qu'il reste sur leur qui-vive en matière de rigueur économique, n'approuvent jamais les comptes. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut se séparer de son syndic et dans quel cas de figure ou dans quelles conditions? Vous avez plusieurs. Voilà, vous pouvez le faire. Alors, c'est un apport également de la loi Allure. On peut toujours virer un directeur. Donc, Voilà, exactement. Alors, vous avez un apport de la loi Allure là-dessus qui vous dit la chose suivante, c'est que dorénavant, systématiquement, lors des assemblées générales, il devra y avoir une mise en concurrence. Vous êtes syndic. Chaque année, donc? À chaque renouvellement. À chaque renouvellement du syndic. Quel type de période? 3 ans. 3 ans. La loi prévoit que c'est 3 ans. Donc, normalement, tous les 3 ans, on doit mettre, c'est une obligation dorénavant, on doit mettre en concurrence plusieurs syndics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous souhaitez révoquer votre syndic. Lors d'une assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait juste avant l'assemblée générale? On envoie une lettre recommandée avec avis de réception à son syndic, demandant de mettre à l'ordre du jour l'élection d'un ou plusieurs autres syndics. Et lors de l'assemblée générale, on révoque l'ancien syndic et on élit un des nouveaux qui sont sur la liste. Et un apport de la loi Allure, très intéressant aussi, qui veut que dès l'instant qu'on a désigné en Assemblée générale un nouveau syndic, cela vaut immédiatement révocation de l'ancien syndic. Enfin, immédiatement. Ça veut dire que dès le jour où le nouveau syndic entrera en fonction, l'ancien syndic sera révoqué. On avait auparavant des problèmes pas possibles pour savoir qui était présent quand. On avait des carences de syndic au milieu. C'est terminé. Donc, en fait, tout est fait pour qu'on puisse se débarrasser de son syndic. Et si je comprends bien, la philosophie de la loi Allure met les syndics sous pression un peu. Elle les oblige à plus de professionnalisme, on pourrait dire aussi. C'est pas qu'ils ne soient pas professionnels, c'est peut-être plus de transparence ou de facilité dans le fonctionnement en tout cas de reporting. Oui, absolument. Les syndics bénévoles, c'est un sujet aussi. Est-ce qu'on peut dire un mot de ça? Alors, on peut bien sûr dire un mot de syndic bénévole. Déjà, la première chose, je pense que vous aurez le même avis que moi, il faut avoir du temps. C'est-à-dire que quand on est syndic bénévole, c'est généralement
on est copropriétaire et on va s'investir dans la copropriété. Et ce n'est adapté qu'aux très petites copropriétés. Et ça n'est bien évidemment 3 lots, pas plus 4 lots. Oui, 3, 4 lots, 5 lots. Et il faut surtout que tout le monde s'entende très bien dans la copropriété. S'il y a des divergences, il faut traiter par un tiers la copropriété. Le deuxième point, c'est que le syndic bénévole lui-même doit s'assurer. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous avez, par exemple, de la pierre qui se détache de la façade. Bon, il y a un des copropriétaires qui écrit à son voisin syndic bénévole pour lui dire « Attention, il faut faire quelque chose ». Bon, et le syndic bénévole tarde, au lieu de le faire immédiatement, il le fait 10 jours après. Sa responsabilité pourra être engagée. Alors c'est un investissement de temps parce qu'il faut également gérer l'aspect financier, l'aspect comptable, l'aspect administratif de la copropriété. Et généralement, lorsque ce syndic bénévole un jour dit stop, on repasse au syndic professionnel parce que d'autres copropriétaires ne prennent pas forcément la suite. Ou on se fait assister par un certain nombre de professionnels qui, de plus en plus, proposent des prestations de type en effet comptable et administratif. Justement, est-ce qu'Internet modifie la donne aussi? Dans cet univers, on voit qu'Internet bouleverse beaucoup de professions, beaucoup de métiers. Est-ce qu'il y a des petits malins qui ont trouvé syndic.com et qui révolutionnent le business avec peut-être des reporting, des hotlines, enfin je ne sais pas. Avec des honoraires qui sont beaucoup plus bas ou avec des prestations à la carte. Donc ça correspond en effet peut-être à l'évolution du rapport entre syndic et copropriétaire dans l'avenir, où on aura des copropriétaires qui sont peut-être incapable de résister à l'accroissement des normes et des textes qui sont effectivement quand même assez complexes, qu'un syndic professionnel peut gérer, mais qu'un syndic bénévole a un peu de mal à débrouiller. Donc il peut parfaitement prendre en charge ce qu'il peut prendre en charge dans sa copropriété et déléguer à moindre coût, bien sûr, un certain nombre de prestations, notamment à des intervenants, à des sites professionnels. Alors Robert rebondit sur cette histoire de syndic bénévole. Est-il facile de se passer d'un syndic professionnel? On l'a vu, non. Quelle capacité lui faut-il si quelqu'un veut être syndic bénévole? C'est quel type de... Alors du temps, on a compris. Voilà, du temps, mais il n'y a aucun titre particulier. Pas besoin d'avoir le... Il faut quand même, j'imagine, le maîtriser bac, un peu la il faut comptabilité, maîtriser la les comptabilité. chiffres. Il faut avoir au moins une compétence majeure. Ça peut être une compétence technique. Il faut pouvoir, à ce moment-là, on se charge des travaux. Si on est dans une copropriété ancienne où il y a beaucoup de choses à faire, il faut pouvoir mettre la main dans le cambouis, connaître le système de chauffage, etc. Un ingénieur sera parfait. Si effectivement la copro roule toute seule, qu'elle a plutôt des problèmes de maîtrise de charge, par ailleurs l'immeuble est impeccable, un ancien comptable sera parfait. Voilà, c'est un peu toujours la même chose. Si le syndic bénévole arrive multitâche, multifonction, risque de rien faire du tout ou tout faire mal. En revanche, avec une spécificité technique et toujours bien sûr beaucoup de temps, beaucoup de bonne volonté. Alors après, peut-être que la compétence la plus importante, c'est le sens de la conciliation de la diplomatie. Un mot sur les postes de dépenses à surveiller dans ces copropriétés. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille? Tous, parce que comme je vous l'ai donné comme exemple tout à l'heure, vous avez une année où vous allez avoir un hiver rigoureux. L'année suivante, l'hiver va être beaucoup plus court. Bon, ben là, il faut regarder les charges de chauffage, les charges d'eau. Voilà. Ensuite, vous venez de remplacer votre ascenseur. Vous regardez le contrat d'entretien, normalement, le contrat d'entretien de l'ascenseur. Donc, il faut véritablement être attentif et impliqué dans sa copropriété. Sachant que toutes les copropriétés sont maintenant, ou vont l'être en 2017 pour les plus grosses d'entre elles, obligées de réaliser au moins soit un diagnostic de performance énergétique qui implique le suivi de toutes les factures, voire un audit énergétique qui est beaucoup plus important, et un diagnostic technique de l'immeuble pour les plus grosses encore. Donc on va vers aussi, de texte en texte, un suivi beaucoup plus réglementaire et beaucoup plus approfondi de ce qui se passe dans les copros, donc vers la maîtrise des dépenses. On va vers une maîtrise des dépenses dans les copropriétés. Voilà, donc une charge de travail aussi pour celui qui a la charge beaucoup plus importante. Voilà. Et est-ce qu'il y a des postes sur lesquels on peut réaliser des économies plus facilement que d'autres? L'eau, c'est tout bête. Contrôler tous les robinets d'arrêt. Alors oui, après il y a la règle générale qui est de surveiller, remettre en concurrence, renégocier les contrats d'entretien, faire attention aux indices de réévaluation des coûts, etc. Mais tout bêtement, c'est vrai qu'on a des dépenses idiotes de type mon robinet de chasse d'eau fuit depuis des lustres, et ça c'est valable pour tous les appartements, c'est valable pour tout l'immeuble. Et donc là, on va commencer par ça, c'est idiot, mais on va faire baisser drastiquement les fuites et ça va faire baisser la consommation d'eau et aussi le risque de sinistre qui en retour fera baisser la prime d'assurance puisque le nombre de dégâts d'eau est tellement important dans les immeubles anciens que ça fait pouf et complètement exploser les primes d'assurance, etc., etc. Beaucoup de bon sens. Il y a aussi des questions qui se posent entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, c'est-à-dire que des propriétaires qui vont louer la chambre de bonne et qui n'habitent pas dans l'immeuble et qui ont peut-être moins d'intérêt que d'autres à entretenir aussi bien que voudraient les occupants. Alors, c'est toujours la même chose.
chaque propriétaire, qu'il soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, a sa propre économie. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires occupants qui ne vont jamais vouloir mettre 1 euro pour des travaux de ravalement ou de réfection des parties communes. Et à l'inverse, vous aurez des propriétaires bailleurs qui voudront le faire parce qu'ils considéreront que ça va valoriser leurs biens. Alors ensuite, c'est sûr, lorsque vous avez fait un investissement à l'autre bout de la France, que vous ne vous déplacez jamais à aucune assemblée générale, et donc vous allez un peu subir les décisions qui vont être prises, ben vous allez payer. Vous n'allez pas forcément enclin à faire de grosses dépenses. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça dépend à chaque fois de la personne et de ses moyens. Cathy nous demande, le financement des gros travaux via un prêt collectif proposé par les syndics. Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations sur ce sujet? Alors c'est tout nouveau ça, le prêt collectif. Le conseil qu'on peut peut-être leur donner, ils peuvent y aller. C'est un bon conseil, ça. Ils peuvent y aller. Non, mais je réfléchis en même temps. Ils peuvent y aller, sachant qu'il y a très peu aujourd'hui de banques qui distribuent ces prêts collectifs. Et il y avait beaucoup de problèmes auparavant, notamment qu'est-ce qui se passe quand un copropriétaire ne rembourse pas? Est-ce que les autres doivent payer à sa place? Bon, beaucoup de choses ont été réglées cette fois c'est pareil par la loi. Mais c'est encore un tout petit peu nouveau. Les prêts collectifs, non, c'est antérieur. Il y a un décret qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que c'est encore un peu nouveau. Donc il faut vraiment faire très attention, il faut se renseigner, il faut lire le contrat, voilà. Mais c'est quelque chose qui est peut-être appelé à se développer, effectivement. Un mot sur cette loi Allure, justement, on en est où? Quelles sont vos informations, vous en tant que journaliste, vous en tant que professionnel de droit? J'imagine que c'est quelque chose que vous guettez. Ça a l'air d'être un peu remis en cause, en tout cas pour une partie. Qu'est-ce qui va en sortir d'après vos infos? Pour moi, là, j'ai envie de vous dire en 2 mots, vaste programme. Parce qu'il y a un peu plus de 200 décrets d'application qui sont en attente. Donc on est tous derrière un peu à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et en matière de copropriété, je vous donne l'exemple tout simple, puisque normalement il devrait y avoir un décret d'application qui va dire quelles sont les charges que le syndic pourra percevoir en plus des prestations obligatoires et qui sont incluses dans ces honoraires. Bon, vous avez plein de décrets comme ça. Alors de manière plus large, pardon, quand même, qu'on attend. La loi Allure a 3 volets. Un volet copropriété, un volet rapport locatif et un volet urbanisme. Le volet urbanisme... C'est l'urbanisme qui pose pas mal de questions. Alors non, c'est baux d'habitation. Oui, baux d'habitation dans la mesure où on a un blocage des loyers qui avait été prévu par cette loi. Qui a bloqué le marché et qui a des conséquences sur l'urbanisme aussi. Exactement. Donc on a un peu tendance à vouloir revenir aujourd'hui en arrière, mais finalement, revenir en arrière, ce n'est pas supprimer le système de blocage, c'est revenir à ce qui existe depuis déjà pas mal de temps, blocage des loyers limité à la région parisienne, puisque tout repose pour bloquer ces loyers sur la constitution d'observatoires locaux des loyers. Et en 89, on avait une précédente loi sur les rapports locatifs qui avait mis en place déjà ce blocage des loyers, exigeait des observatoires qui n'ont jamais pu être mis en place, si ce n'est en région parisienne. Donc c'est finalement retour à la situation antérieure. Après, le volet urbanisme, on ne sait pas trop, a priori, il ne devrait pas être énormément touché. Il était très technique et je pense que le volet copropriété, on peut s'avancer pour dire qu'il va rester tel quel parce qu'il fait l'unanimité. Mais sur les baux d'habitation, ça crée véritablement cette loi Allure de grosses problématiques parce que c'est surtout sur ce fameux encadrement des loyers où vous allez avoir un loyer de référence qui est un loyer milieu, un loyer majoré qui sera de 20% supérieur à ce loyer de référence qui est au milieu et un loyer minoré de 30%. Et la problématique, je vous le donne, sur un bloc, vous avez un immeuble, ce sera le même prix que vous soyez au rez-de-chaussée sur les poubelles qu'au 5e étage. Et la même chose, vous prenez cette même problématique du même immeuble avec un appartement entièrement rénové et un appartement qui ne le serait pas du tout. De la complexité de fixer les prix, l'économie administrée, ça ne marche pas trop bien, on le sait depuis longtemps. Enfin, apparemment, pas tout le monde. Robert, une question. Si je vends mon appartement, que prévoit la loi pour la répartition des charges de copropriété entre l'acheteur et le vendeur? Bonne question. C'est-à-dire que vous le vendez au mois de juin, il y a des travaux qui ont été votés. Comment ça se passe? Alors, c'est assez complexe parce que ensuite les parties peuvent déroger à ce que dit la loi. La première étape est la suivante. C'est-à-dire que tant que vous êtes propriétaire, vous allez supporter l'intégralité des charges qui vont être votées en assemblée générale. Ça, c'est pour les charges qui vont être votées en assemblée générale. Du jour où vous n'êtes plus propriétaire, et donc vous êtes propriétaire, vous allez supporter les appels de fonds du budget prévisionnel. Mais si, par exemple, on a voté les travaux de ravalement et que vous n'êtes pas allé à l'assemblée générale, ce sera à moi de les supporter. D'accord. Voilà. Et si j'ai été, c'est à moi de les supporter. Donc ça, il faut le prendre en compte dans le prix de vente. Mais ça, c'est très bien mis en œuvre et très bien régi par les notaires lors de la rédaction des promesses de vente. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui est important de rappeler à ceux qui regardent ces émissions, qui sont copropriétaires, qui veulent l'être?
S'impliquer. C'est-à-dire qu'être copropriétaire, c'est pas seulement acheter un bien et habiter dedans, c'est aussi avoir des bonnes relations de voisinage, c'est également de s'impliquer parce que on n'est pas juste à refaire son petit appartement, à faire ses travaux d'aménagement et de transformation. Il faut être membre du conseil, il faut suivre tout ça. Mais pas seulement, mais également si on a une compétence technique ou comptable, si on est comptable, on va vérifier les comptes, d'autant plus qu'on pourra bientôt accéder, alors, je vais me rappeler la date, je crois que c'est le 1er janvier 2015, où on devra pouvoir accéder à un certain nombre de documents directement en ligne. J'ai un petit doute sur la date, mais je crois que c'est le 1er janvier 2015, mais c'est véritablement ça, c'est s'impliquer. On n'a pas acheté une maison. Catherine, vous avez l'impression que ce monde de la copropriété a fait des progrès en quelques années Progrès, dans quel sens? C'est policé, s'organise mieux, se professionnalise. Se professionnalise. Je pense que oui, on va vers une professionnalisation de la part de tous les acteurs de la copropriété. Le syndic est un tout petit peu moins tout seul dans son coin. On est un peu moins dans un rapport de pot de fer, pot de terre entre le syndic et les copropriétaires. Ça a longtemps été le cas. Un rapport de dépendance en tout cas. Les copropriétaires sont davantage informés, prennent quand même davantage en charge leur copropriété, ou en tout cas le tentent. Et puis les instruments sont petit à petit empilés pour sortir de ce pari qu'était cette loi du 10 juillet 65, de dire allez, maintenant vous vous administrez avec un CEO qui sera le syndic, sauf que c'était très bien sur le papier, mais les gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'il y avait derrière. Donc plus ça va, plus on leur donne les instruments pour être autonomes. Alors, juste pour compléter, aujourd'hui, avec le développement législatif et réglementaire et les nouvelles normes qui sortent, on ne va quasiment plus pouvoir se passer d'un syndic, et même le syndic lui-même d'un architecte, de bureaux d'études, de bureaux de contrôle technique ou autre, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à faire. C'est comme l'accessibilité aux handicapés. Vous prenez n'importe quelle grande agglomération française, vous avez nombre d'immeubles qui ne peuvent pas mettre en œuvre cette réglementation. L'inflation des normes, mais qui profite au BTP, entre autres. Une question sur votre activité, maître. C'est quoi les cas les plus fréquents de copropriétaires qui viennent taper à votre porte? Alors c'est des problématiques d'annulation d'assemblée générale, voilà, des problématiques de sinistres, beaucoup de dégâts des eaux, des problématiques de contentieux pour savoir qui est-ce qui doit. Tout à l'heure, on avait une question sur l'étanchéité. Qui est-ce qui doit payer la réfection de l'étanchéité lorsque j'ai une terrasse et qu'il y a des problématiques d'étanchéité et que j'ai mis des pots de fleurs dessus et que ces pots de fleurs sont lourds et que c'est moi qui ai causé le préjudice, mais que dans le règlement de copropriété, il est prévu que c'est une partie commune. Voilà. C'est ça. Et les recouvrements de charges de copropriété, mais ça, j'ai envie de dire qu'ils sont une antenne continue, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. On prend une dernière question de Robert qui est décidément assidu. On l'en remercie. Comment estimer le poids des charges dans un investissement immobilier locatif? Alors c'est plus compliqué que lorsqu'on est copropriétaire occupant, dans la mesure où il faut prendre en compte le fait qu'on peut imputer au locataire un certain nombre de charges, des charges locatives récupérables. En dehors de cela, ça dépend si on est dans un immeuble neuf ou si on est dans un immeuble ancien, ça dépend encore, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une distinction à faire, location nue, location meublée. Location nue, décret de 1987 qui va clairement, avec l'aide de la jurisprudence, vous répartir les charges qui seront supportées par le bailleur et celles qui seront récupérables auprès du locataire. Location meublée, faculté de pouvoir répercuter l'intégralité des charges, y compris ravalement, réfection, installation d'un ascenseur, sur le locataire. D'accord. Voilà. Bon, c'est très clair. Merci pour toutes vos explications. On n'a pas fait forcément le tour, c'est un vaste sujet, mais c'est pour ça qu'il y a le particulier immobilier, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes du droit comme vous. Merci en tout cas pour vos réponses, vos éclairages. Merci à vous pour vos questions et votre écoute. À très bientôt pour une prochaine conférence live Before Bank.